Bonjour et bienvenue pour cet événement qui est consacré à l'impact de l'intelligence artificielle créative dans la formation en santé, qui est organisé donc par le Technopôle de Dijon Métropole, qui s'appelle SantéNov, en collaboration avec le média dédié à l'innovation santé, OnHealth. Je vais avoir le plaisir d'animer cette conférence. Donc, je suis Rémi Teston, je suis consultant digital, expert e-santé, fondateur du média Buzz e-santé. Et puis, je vais animer les débats. Et puis, pour commencer, je vais laisser la parole à Marc Ménadier, qui est le président justement de SantéNov, qui va nous présenter finalement ce que fait le Technopôle et l'événement. Beaucoup. Bonsoir monsieur. Pardon, on change de micro. Donc pour ne pas perdre le fil, parce que ça évolue extrêmement vite ce domaine, nous avons souhaité marquer l'année par cette réunion spécifique avant de reprendre notre forum habituel qui aura lieu en mai prochain. Je tiens à remercier Ezeo pour son accueil, puisque c'est dans leur amphithéâtre que se déroule cette émission, et l'organisation avec la chaîne OnHealth, bien sûr, et tous les membres de SantéNov. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on accueille les intervenants de cette table ronde. Bonjour à tous. Merci déjà d'avoir répondu présent pour cette conférence. Un sujet, c'est vrai, qui est passionnant. On en entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Depuis même plus d'un an, ça devient quasiment omniprésent tous les jours dans l'actualité, dans les médias. Donc, on va pouvoir discuter de ce sujet donc, avec Manon Ansart, qui est enseignant-chercheur lead à l'Université de Bourgogne. Bonjour Manon. Nous avons aussi Vendry Bonnet, qui est directeur des produits chez WooClap. Marc Gardette, qui est à distance, qui est directeur technique adjoint chez Microsoft France, qui nous permettra d'avoir un regard aussi industriel. Youssef Mourchid, qui est enseignant-chercheur et data scientist, l'INEACT CESI École d'ingénieurs. Et puis, côté justement praticien aussi, sur la vraie vie à l'hôpital, on aura le professeur Emmanuel Simon, qui est directeur du centre de simulation du CHU Dijon-Bourgogne. Donc, merci en tout cas d'avoir répondu présent. Donc, nous aurons une session de questions-réponses à la fin de l'ensemble des interventions. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là à lever la main pour qu'on puisse vous tendre un micro. Pour commencer, déjà, ce qui est important, c'est d'essayer de faire un petit rappel de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle, et notamment d'intelligence artificielle en santé. Ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que la première chose que j'ai faite, c'est ce que je fais maintenant souvent quand j'anime des événements autour de l'intelligence artificielle, c'est que j'ai déjà demandé à ChatGPT de quoi je devrais parler. Et finalement, il en ressort un certain nombre de sujets autour de cas cliniques virtuels, d'accompagnement des soignants justement dans l'assimilation de ces outils, dans tout ce qui va être aussi l'apprentissage au niveau de l'expérience utilisateur et pas uniquement de simplement apprentissage des contenus. Donc il y a beaucoup de choses qui émergent et qui sont intéressantes. Et au-delà de ça, ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose de récent. On considère que l'intelligence artificielle est née en 1950 avec le test de Turing, qui du coup était la première utilisation finalement d'une machine pour essayer d'imiter les capacités de l'homme. Il faut savoir que le premier chatbot de simulation de conversation patient date de 1966. Il s'appelait ELISA. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose non plus de très récent. Au-delà de ça, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'il y a un impact très important au niveau de toute la technologie. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, et dès que personne va créer un algorithme, va dire « je fais de l'intelligence artificielle ». Donc il faut aussi pouvoir trier sur les informations qui sont émises par ça. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes qui cherchent finalement à imiter les capacités cognitives humaines et d'essayer de se rapprocher le plus possible le fonctionnement du cerveau, par exemple, humain. Donc ça, c'est un élément de définition qui est important, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu, c'est vrai, une sorte de buzzword. On entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle et certains ne sont pas réellement. Aujourd'hui, on a trois grandes familles. Sans rentrer vraiment dans la technique, vous avez vraiment ce qu'on va appeler le deep learning, où là, finalement, ce sont des algorithmes qui vont essayer d'imiter le cerveau humain. Vous avez ensuite le machine learning qui permet finalement de traiter des très grands volumes de données, avec notamment des modèles qui peuvent aller sur des modèles très prédictifs.
et de l'apprentissage. Et puis, vous avez ces fameuses intelligences artificielles génératives, créatives, qui finalement sont des intelligences artificielles, des algorithmes qui vont créer de nouveaux contenus à partir de contenus existants. Il va apprendre de contenus existants pour en créer de nouveaux. Donc ça, c'est aussi un autre format d'intelligence artificielle. Derrière ça, il y a une transformation importante dans la pratique médicale. On le voit aujourd'hui, notamment, on voit des systèmes d'aide à la décision qui se mettent en place. On a également des outils au niveau de tout ce qui est anamnèse assistée, etc., qui se développent avec un impact assez important dans certaines spécialités, notamment la radiologie. Et puis, vous avez un impact côté patient aussi, au niveau du parcours patient, puisque vous avez énormément de choses qui se développent à travers des chatbots, des voicebots, pour un accès plus simple à l'information, et également pour le suivi à domicile. Et ce que l'on voit de plus en plus, c'est aussi des plateformes de télésurveillance médicale qui vont intégrer cette dimension aussi d'intelligence artificielle. Évidemment, il y a beaucoup d'autres impacts, on le disait. La radiologie, c'est peut-être la spécialité aujourd'hui, il y a le plus d'utilisation de l'intelligence artificielle. On est également au niveau de la R&D, où c'est très présent. Vous avez au niveau de la gestion aussi des hôpitaux. Il commence à y avoir des systèmes qui permettent d'optimiser la gestion des lits, des entrées, des sorties, et des modèles aussi plus ou moins prédictifs. Et puis beaucoup d'autres domaines médicaux aussi qui émergent. Et bien sûr, derrière ça, il y a aussi beaucoup d'enjeux et de défis. Il y a bien sûr la transparence des algorithmes, la formation aussi des professionnels de santé, l'accès aussi finalement aux soins, puisque ça permet de pouvoir faciliter l'accès à certaines technologies à l'ensemble des citoyens, et puis beaucoup de choses autour de la sécurité des données, cette transparence qui est très importante. Et puis, il faut avoir en tête aussi que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a une phrase qu'on entend beaucoup, c'est « sans data, pas d'IA ». Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'intelligence artificielle ne peut fonctionner qu'avec un grand socle de données, qui soit de la donnée qualifiée, pertinente, et nos intervenants nous en parleront. Donc je vous propose de commencer du coup cet échange avec nos différents intervenants. Je vais commencer du coup avec Marc Gardette, qui est directeur technique chez Microsoft France, qui est à distance. Déjà pour savoir s'il pouvait nous donner une définition de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle multimodale. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler au niveau de l'intelligence artificielle, notamment dans la formation santé. Donc je voulais savoir, Marc, si vous pouvez nous en dire quelques mots. Oui, donc avant d'essayer de donner une définition de l'IA multimodale, je vais revenir peut-être sur la définition de l'IA générative dont tu viens un petit peu de parler brièvement. Comme tu l'as dit, fort justement, l'IA générative, c'est un domaine qui est assez récent, mais qui n'est jamais qu'une spécialisation du deep learning, qui est lui-même une spécialisation du machine learning qui tombe dans le domaine de l'IA. Ça, je pense te rappeler la taxonomie, mais c'est dans cet ordre-là d'héritage qu'il faut lire la terminologie. Et comme tu l'as rappelé, la caractéristique, c'est qu'à partir d'un simple prompt, on va être capable de créer, donc d'où le nom de génératif, ou de modifier un contenu qui peut être du texte, qui peut être de la vidéo, qui peut être des images ou du son. Donc on va dire un type de contenu. Et ces modèles ont été entraînés sur des quantités astronomiques de données pour en apprendre un petit peu la structure. Donc lorsqu'on a évoqué, puisque c'est peut-être l'IA générative le plus connue, ChatGPT ou GPT, qui est un modèle de langage, vous entendez souvent la terminologie LLM, c'est un horrible acronyme pour dire large langage modèle. Ça veut dire simplement dire que ce type de modèle a été entraîné sur des centaines de milliards de mots. Je dis bien des centaines de milliards de mots. Et le modèle résultant est une sorte de cerveau artificiel, un réseau de neurones artificiels qui comprend des centaines de milliards de paramètres. C'est en quelque sorte un peu les synapses de mes neurones artificiels. Alors, quelle est la caractéristique intéressante? C'est qu'à partir de cet entraînement qui a été fait une fois, finalement, émerge un ensemble de propriétés. Et le modèle, à partir d'un simple prompt, vous avez peut-être, j'espère tous, un peu expérimenté ce qu'on peut faire avec, on peut lui faire générer une très très vaste variété de tâches. On peut bien sûr générer un simple texte, on peut résumer un texte, on peut traduire un texte, on peut produire du code, on peut produire un texte, le faire réécrire dans un ton plus familier, au contraire plus formel. On peut interroger ce texte, on peut raisonner sur le texte, etc. etc. Je ne veux pas vous citer toutes les capacités. Et c'est parce qu'on a appris finalement une maîtrise du langage. Vous êtes venu pour ramener au domaine médical qui nous intéresse ce soir, que notamment GPT, lorsqu'ils ont sorti GPT-4 en particulier, qui est le dernier modèle le plus puissant de la société OpenAI, il a passé avec succès des examens d'entrée médicaux, notamment aux États-Unis. Il y a même eu des recherches pour pousser un petit peu plus le bouchon, au-delà des simples quiz questionnaires à choix multiples, qui est finalement relativement simple.
de lui soumettre des cas d'usage, des cas où il faut raisonner un petit peu sur le cas d'usage. Et là, il a obtenu des résultats qui étaient 4% supérieurs en moyenne aux étudiants qui avaient passé en médecine qui avaient passé ces tests-là. Donc, on émerge comme ça des compétences. Mais ça reste finalement un modèle qui manipule du langage, donc on reste monomodal, si je peux le dire ainsi. Dans les dernières versions du modèle, il a été annoncé récemment GPT-V. Alors, le V est important parce que ça veut dire vision. Ça veut dire que là, on commence à rentrer dans justement la notion de multimodalité, puisque en entrée, on ne va pas se contenter de lui donner un simple prompt en langage naturel, une invite, donc je veux faire telle et telle chose, mais on va pouvoir associer à son entrée un autre type de contenu comme une image, par exemple. Et vous avez peut-être vu déjà des démos, mais c'est assez impressionnant puisqu'on peut par exemple dessiner une interface d'un site web sur une nappe de papier, la prendre en photo et demander au système de générer le site web qui va bien. Il y a une image qui est assez rigolote. Vous avez un enfant qui tient dans la main un bouquet de ballons par des ficelles. Donc les ballons flottent dans l'air comme dans une fête foraine. Et on pose la question, qu'est-ce qui se passe si je coupe les ficelles du ballon, les ficelles que tient dans la main l'enfant? Le système répond, on comprend un peu la relation spatiale des objets, il va dire les ballons s'envolent, parce qu'ils flottaient déjà dans l'air, si on coupe la ficelle, ils vont s'envoler. Dans les derniers modèles GPT-V, vous avez par exemple une photo d'un vélo avec un collier et une selle de vélo et une mallette d'outils qui est ouverte. Et on pose la question à l'outil en disant, est-ce que j'ai le bon outil dans ma boîte à outils pour baisser la selle du vélo? Il faut comprendre où est la selle du vélo, que la selle du vélo est tenue par un collier, que le collier, c'est un type de clé qu'il faut pour desserrer le collier et que la type de clé ne se trouve pas dans la mallette. Il est capable de répondre visuellement à ce genre de questions. Donc vous imaginez le potentiel. Et dans le système CAR de GPT-V, il y a quelques exemples de médecine où il y a des coupes du cerveau, des radiologies ou des planches un petit peu d'anatomie ou de biologie. Et on peut commencer à poser des questions en langage naturel. Donc voilà, peut-être, j'ai plutôt fait par l'exemple, mais ce qu'on entend par modèle multimodal, c'est un modèle génératif qui est capable de manipuler au sein d'une même interaction plusieurs types de contenus. Donc on le voit où il y a un impact technologique important. Et dans la formation justement des professionnels de santé, la formation initiale ou continue, ce qui est important aussi, c'est l'expérience finalement d'apprentissage qui va au-delà de la technologie. Et je crois, Vadric Bonnet, que c'est au cœur un peu de l'ADN de votre société. Pour représenter un petit peu ce qu'on fait chez WooClap, on est une société qui édite des solutions éducatives, pédagogiques, dans deux outils en particulier, WooClap qui vise à intégrer des éléments de pédagogie active pendant les cours, donc via des questionnaires interactifs qui seront intégrés dans le support du professeur, et WooFlash qui adresse plutôt les moments d'apprentissage des étudiants en asynchrone, donc en autonomie à la maison, dans la bibliothèque, etc., à nouveau pour améliorer la qualité de l'apprentissage. Donc nous, on n'est pas éditeur de solutions d'IA. Par contre, on intègre des éléments d'IA dans certaines fonctionnalités au service des enseignants. Et à nouveau, donc ici, on revient toujours à la mission de WooClap, qui est un outil éducatif. Et le but, c'est de résoudre les problèmes utilisateurs en utilisant une technologie comme d'autres technologies possibles, qui s'avère être ici très intéressante, mais c'est une des options possibles pour résoudre des problèmes utilisateurs. Si on se concentre un petit peu en santé, une des spécificités peut-être de la formation en santé, c'est que la quantité des compétences, des connaissances à assimiler au cours des études est très très grande. Et donc il y a de l'intérêt pour les étudiants d'optimiser aussi leur temps d'apprentissage. Et d'un point de vue des enseignants, une autre particularité, c'est que les enseignants ont souvent plusieurs casquettes. Enseignants, chercheurs, praticiens eux-mêmes. Et donc à nouveau, leur temps est aussi compté. Et donc ce qui va compter, c'est d'optimiser leur temps. Et sinon, on va utiliser la technologie pour justement leur permettre de gagner du temps qu'ils vont pouvoir réinvestir pour un suivi plus personnalisé des enseignants ou sur d'autres de leurs activités. Donc, ce qui va primer, ce n'est pas la technologie, ça va bien être, plus près encore. Ce qui va primer, ce n'est pas la technologie, c'est vraiment le fait que ce soit un outil au service de la mission que l'entreprise s'est donnée. Et dans notre cas, c'est d'éditer des solutions pédagogiques. Alors, vous l'avez évoqué, c'est important. Aujourd'hui, on estime que la connaissance médicale double tous les 73 jours. Ce qui, il y a 20 ou 30 ans, c'était tous les 6 mois à peu près. Donc, il y a un volume d'informations qui est énorme. Et donc, c'est vrai que ces outils permettent dans la formation, notamment continue, de maintenir finalement ces niveaux de connaissances. Alors, c'est vrai que sur ce sujet, on évoque beaucoup l'utilisation d'intelligence artificielle pour former les professionnels de santé. Mais il y a un autre sujet aussi qui émerge, c'est finalement former les professionnels de santé à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Du coup, Manou Ansar, que pensez-vous du coup sur ce sujet ? Oui, effectivement, je suis vraiment d'accord avec ça. Donc moi, je travaille
dans ma recherche sur la création de systèmes d'aide à la décision pour des applications médicales, donc avec des médecins, ce qui va impacter le travail des professionnels de santé et le parcours de soins des patients à vraiment plein de stades différents. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais on peut chercher à lancer des alertes pour repérer de manière très précoce des patients qui sont à risque de développer une certaine pathologie, par exemple. On peut assister les professionnels de santé dans les diagnostics de certaines pathologies qui peuvent être un peu compliquées à travers de l'imagerie, mais avec d'autres modalités également. On peut recommander des traitements, on peut accompagner dans le suivi des effets de ces traitements. Donc vraiment, beaucoup de points différents du parcours de soins, l'IA peut apporter quelque chose si les professionnels de santé savent utiliser ces outils pour en tirer le meilleur profit possible dans leur travail et dans l'accompagnement des patients. Donc ça, c'est vraiment un aspect important, qu'ils puissent utiliser ces outils. Et également, le fait qu'ils puissent être formés à ces outils d'IA va leur permettre de participer à la réflexion et à la création de ces outils pour permettre de créer des outils qui sont vraiment pertinents et qui répondent aux besoins des professionnels de santé. Merci. Donc on le voit, oui, il y a un impact important donc, de la technologie et il y a un vrai gap aujourd'hui pour accompagner et former les professionnels de santé à l'utilisation de ce type d'IA. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans la formation en santé, avec l'intelligence artificielle créative, on voit l'essor de différents cas d'usage. Youssef Mourchid, en préparant cette conférence, vous m'avez évoqué justement l'apport de l'IA dans la génération de cas cliniques, notamment dans la rééducation. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? En effet, l'intelligence artificielle peut être intégrée dans les processus de formation des professionnels de la santé de plusieurs manières. Donc, comme vous l'avez évoqué, ça peut être à travers des simulations des cas cliniques, les programmes de formation des physiothérapeutes ou bien des professionnels de rééducation peuvent utiliser des systèmes d'intelligence artificielle pour créer des simulations des cas cliniques réels. Ces cas cliniques peuvent inclure des patients virtuels ayant des problèmes de santé, des antécédents médicaux, bien des besoins de rééducation spécifiques. Et on peut imaginer les étudiants en train de travailler sur ces cas. Ils vont développer par exemple des plans de traitement tout en recevant des commentaires, des évaluations basées sur leurs décisions. Et cela permet de perfectionner leur technique de rééducation. Un autre point très intéressant quand on utilise l'intelligence artificielle pour la formation, c'est que les apprenants peuvent répéter autant de fois que nécessaire ces exercices pour renforcer leurs compétences, ce qui n'est pas possible quand on travaille avec des vrais patients. Et cela va leur permettre, par exemple, de renforcer leur technique de rééducation. Et ça permet aussi de limiter les erreurs potentielles qu'ils peuvent avoir avec des vrais patients. Sur ce sujet de pouvoir répéter à multiples reprises finalement sur des patients virtuels, c'est quelque chose qui est au cœur de votre activité, Emmanuel Simon, autour de votre centre de simulation. Du coup, les centres de simulation en santé, ça existe depuis plusieurs années, qui utilisent différentes technologies, réalité virtuelle, réalité augmentée, d'autres types de technologies. Comment vous intégrez aussi l'intelligence artificielle sur ces sujets ? Alors justement, actuellement, c'est très peu fait et la simulation, c'est un domaine de l'apprentissage, c'est une méthode d'apprentissage qui se développe considérablement en santé. Le principe, c'est jamais la première fois sur le patient. Donc la simulation, un centre de simulation propose à la fois des activités de simulation procédurale, donc des mannequins où on va apprendre tel ou tel geste technique, de la simulation numérique, donc on a des casques de réalité virtuelle, on a des simulateurs chirurgicaux, des simulateurs d'échographie, des simulateurs pour faire des gestes en radiologie interventionnelle, et puis enfin la simulation un peu noble qui a donné ses lettres de noblesse à la simulation en santé, la simulation pleine échelle, où on a des environnements très immersifs, une fausse salle de consultation, une fausse une chambre d'hospitalisation, un faux bloc opératoire,
avec des professionnels qui vont travailler de façon synergique, un local technique avec une vitre sans teint où on va éventuellement commander des mannequins, communiquer avec les différents intervenants, et puis tout ça est retransmis dans une espèce de salle de classe et on va potentiellement enregistrer ces séances. Et donc, ce monde de la simulation, en fait, est pour l'instant assez étranger au domaine de l'intelligence artificielle. Lorsqu'on discute dans les congrès de pédagogie par simulation, en fait, les spécialistes de l'intelligence artificielle, les gens sont un peu étonnés quand on parle d'intelligence artificielle, et pour autant, c'est une somme de travail considérable, somme de travail pour fabriquer des scénarios, pour le débriefing, pour l'évaluation des apprenants. Force est de constater qu'on utilisera l'intelligence artificielle lorsque les outils qu'on utilise sont dotés d'intelligence artificielle, mais que l'enseignant utilise en fait actuellement assez peu, voire pas du tout, d'intelligence artificielle. Et donc, c'est ça qui est un peu intéressant dans notre débat ce soir, c'est justement ce décalage entre ce qui est possible et ce qui est réellement la réalité de la pédagogie actuellement dans les hôpitaux. C'est vrai, ce que l'on voit par exemple avec les cas cliniques virtuels dont parlait Youssef, ça peut être facilement transposable finalement dans une activité de simulation. De votre côté, Manon, vous travaillez aussi déjà beaucoup sur des projets avec des professionnels de santé. Quel est leur niveau d'appropriation finalement de ces outils d'intelligence artificielle ? Alors, ça va être assez varié. Bon, déjà, il faut savoir que je me spécialise en intelligence artificielle. Donc, les professionnels de santé qui travaillent avec moi ont déjà un certain intérêt, on va dire, pour l'IA. Donc, ce n'est pas forcément très représentatif. Mais de manière plus générale, chez les professionnels de santé, comme dans la population générale, parfois, il peut y avoir une certaine méfiance envers l'intelligence artificielle quand on ne sait pas forcément ce que c'est, quand on ne sait pas comment ça marche, quand on ne sait pas si c'est fiable. On va avoir donc une certaine méfiance et une ouverture à l'IA qui est assez faible, et dans ce cas-là, forcément, une appropriation qui est plus faible également. Mais si on arrive à passer donc ce problème de méfiance, donc, ce qui est le cas des personnes avec qui moi je travaille, même là, on a toujours un peu une diversité dans l'appropriation, le niveau d'appropriation des professionnels de santé, qui va varier en fonction de la personnalité de chacun, de la curiosité de chacun et de l'intérêt pour le numérique, on va dire, de manière plus générale. Donc ça, je travaille avec des professionnels de santé. Il y en a qui sont vraiment très intéressés. Il y en a beaucoup qui aiment savoir plus comment ça fonctionne. Parfois, on me demande des ressources, des MOOC, pour comprendre ce que c'est l'IA de manière plus générale. Donc ça, c'est intéressant. J'ai déjà travaillé aussi avec des chercheurs, plutôt, qui avaient envie de vraiment bien comprendre l'outil, pouvoir changer des choses eux-mêmes, coder des choses eux-mêmes. Donc ça, c'était assez incroyable et très, très sympa à voir. Et de manière plus générale, les professionnels de santé sont intéressés. Et quand il y a cet intérêt, c'est beaucoup plus facile de se l'approprier parce qu'ils sont convaincus que ça leur apporte quelque chose. Et donc, cette ouverture va les aider à s'approprier l'outil. C'est vrai qu'un des intérêts aussi du coup de ces IA génératives, c'est de pouvoir créer aussi du contenu de plus en plus personnalisé, individualisé, et qui finalement peut peut-être permettre de franchir cette barrière, ce frein technologique qu'il peut y avoir au départ. Vous voulez réagir, Youssef, sur ça ? Oui, effectivement, parmi les avantages de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative, c'est qu'elle permet de personnaliser ou bien de générer des contenus personnalisés pour les patients, donc pour les apprenants, c'est à travers des informations qui ont été collectées, les performances passées, les compétences et les lacunes spécifiques pour chaque patient. L'intelligence artificielle peut générer du contenu ou bien du contenu d'apprentissage adapté pour chaque apprenant. Et un autre point aussi, c'est que les exercices d'évaluation générés par l'intelligence artificielle peuvent fournir un retour en temps réel
aux apprenants, ce qui leur permet, par exemple, de savoir ou bien comprendre leurs erreurs immédiatement et essayer de les corriger. Et un autre point aussi, c'est qu'en fonction des résultats obtenus de l'évaluation, donc l'intelligence artificielle générative peut ajuster ces exercices, la difficulté de ces exercices selon les performances ou bien les compétences des apprenants. Et cela garantit un apprentissage progressif et adaptatif, tout en assurant que chaque étape est appropriée au niveau de la compréhension de l'apprenant. Donc c'est vrai que ça peut permettre de vaincre, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, on parle de plus en plus de la FOBO, c'est Fear of Being Obsolete, où finalement il y a beaucoup de personnes qui ont peur, alors pas que dans la santé, dans beaucoup de secteurs d'activité, ils ont peur de voir leur métier disparaître finalement. Et du coup, d'avoir des solutions de plus en plus personnalisées peut permettre aussi peut-être de vaincre un petit peu ces freins technologiques. Donc on a parlé des apprenants, mais il y a également un impact important chez les enseignants. Et je crois que chez WooClap, vous travaillez justement sur ce sujet avec des solutions d'IA pour accompagner donc, les enseignants médecins, que ce soit dans la faculté de médecine, pour faciliter finalement la délivrance finalement des formations. Ouais, exactement, et je dirais dans la direction de ce qui vient d'être partagé par Youssef. Donc, ce WooFlash, c'est un outil qui vise à accompagner les étudiants dans le travail en asynchrone et qui propose à l'enseignant un suivi statistique et personnalisé des étudiants. Donc, on l'a dit, les enseignants manquent de temps en général pour créer du contenu, justement un contenu additionnel, des questions auxquelles les élèves vont pouvoir répondre. Et ce qu'on va permettre de faire sur WooFlash, c'est grâce à l'intelligence artificielle, en quelques secondes, on va pouvoir transformer un support de cours en questions interactives directement intégrées dans l'outil. Et donc, c'est vraiment cette possibilité de prendre le support de cours, littéralement, et en un clic, on parlait de la formation des enseignants aussi, c'est épargner tout ce travail de prise en main des outils, etc. Quelque chose qui est vraiment important. Et donc, éviter de partir de zéro pour la création de ressources pédagogiques nouvelles, et, puisque c'est quelque chose que font très bien les algorithmes d'intelligence artificielle, c'est transformer la nature d'un contenu. Et donc ici, prendre un support de cours, le transformer en question interactive, et l'enseignant n'a plus qu'à relire le contenu qui est proposé, l'adapter, puisque l'enseignant a cette connaissance de sa matière, également de ses apprenants, également de ses objectifs pédagogiques, donc pour s'assurer que le contenu qui est proposé est vraiment adapté à tous ces éléments-là. Il va pouvoir le modifier, retirer des éléments, en rajouter, reformuler si besoin, etc. Mais éviter de partir de zéro et gagner beaucoup de temps dans ce processus de création de ressources pédagogiques, et à nouveau temps qui peut être réinvesti à nouveau dans le suivi des étudiants ou dans la pratique par ailleurs. Du coup, Emmanuel Simon, dans la formation justement des jeunes médecins, comment vous voyez cet apport que peut avoir ce type de solution pour vous faciliter, vous faire gagner du temps dans la personnalisation aussi? Alors, l'impact, il est considérable, hein. C'est vraiment une révolution, je pense, et c'est difficile de percevoir la révolution quand elle est en train de se faire. Souvent, il faut de nombreuses années avant que rétrospectivement on puisse se dire c'était vraiment une révolution. Voilà, la puissance de ces outils, elle est inédite. Il y a une grande surprise de la part des professionnels de santé qui les découvrent, qui ne sont pas des spécialistes de l'IA. Et par exemple, moi, je suis gynécologue obstétricien, et dans nos journaux scientifiques, il y a eu beaucoup de débats pour dire, mais en fait, ça marche. Quand on pose des questions assez techniques, assez pointues à GPT 3 ou 4, eh ben, les réponses, elles sont tout à fait pertinentes. Voilà, j'ai une sœur qui est professeure de philosophie et, dans le secondaire, et elle me disait qu'elle proposait ses sujets de philosophie à ChatGPT. Elle regardait un petit peu la copie qui sort, et finalement, ce sont des copies à 12, 13 sur 20, la copie à la moyenne. Donc, c'est extrêmement performant. Et pour nous, c'est presque un fantasme, le fantasme de l'enseignant. On doit produire des contenus, des questions d'examen de manière vraiment très importante. L'intelligence artificielle, elle s'impose d'elle-même par les volumes d'apprenants, d'étudiants. Il y a quelques années, à l'UFR, à la fac de médecine de Dijon, les promotions, c'était 80 étudiants. Maintenant, on est à 260 et ça va encore augmenter. Et on est toujours avec le même nombre d'enseignants.
Donc, sans intelligence artificielle, on ne s'en sortira pas. Alors, voilà, comme tout le monde, j'ai produit des questions, des QCM par ces outils d'IA générative. Pour l'instant, ce n'est pas parfait. C'est-à-dire que quand on porte un regard critique sur ce qui est produit, je n'aimerais pas que les gens qui assistent ce soir, les enseignants, médecins en particulier, se disent bah, « chouette, maintenant, je vais aller produire toutes mes questions d'examen par l'IA générative ». Non, ce n'est pas encore d'une qualité qui est vraiment parfaite avec nos attentes. Néanmoins, on n'est pas très loin quand même. On n'est pas très loin du résultat. Il faut savoir qu'il n'y a pas que la génération de QCM, voilà, il y a d'autres contenus docimologiques. Dans les études en santé, il y a une modalité d'évaluation qui s'appelle les ECOS. Les ECOS, c'est quoi? C'est une évaluation des compétences des étudiants où on va les mettre dans des fausses situations de consultation avec un patient simulé. Donc, ce sont des exercices qui durent 7 minutes et on va demander à l'étudiant de faire un interrogatoire, de faire un examen clinique, d'aller interpréter une imagerie. Et ces ECOS, qui sont un standard international, eh bien, on va appliquer ce mode d'évaluation pour les étudiants en 6e année de médecine à l'échelle de 9 000 ou 10 000 étudiants. Donc, on a besoin de ressources pour à la fois évaluer, classer les étudiants et en même temps les entraîner au quotidien à la fac, dans les services hospitaliers. Et là, la génération de scénarios pour les ECOS, là encore, ça marche pas, c'est pas encore très bon, mais on n'est pas très loin du but. Et donc, moi, je suis impatient de l'étape d'après, quand réellement on sera capable de les générer par IA générative. Et enfin, dernière chose, parce qu'on parle beaucoup de formation, on pense aux étudiants, mais il y a aussi tout ce qui est la formation continue. Et on parlait de l'abondance des publications scientifiques. Le cerveau humain, maintenant, n'a pas les capacités d'appréhender toute la nouveauté scientifique quotidienne. Et il y a énormément d'applications qui se développent justement pour permettre l'actualisation des connaissances scientifiques des médecins, pour que la connaissance scientifique arrive directement sur le téléphone du praticien et non pas que ce soit le praticien qui, à 22h, 21h, se remette sur son ordinateur pour travailler et faire une recherche active de telle ou telle publication récente. Ce que l'on voit donc, c'est que ces outils aujourd'hui, ce sont des supports finalement à la pratique ou à l'enseignement. Je sais, Marc, chez Microsoft, que vous êtes présent dans la santé depuis de nombreuses années, et notamment auprès des professionnels de santé. Quels sont les impacts de vos solutions d'IA aujourd'hui sur la formation médicale? Les impacts viennent des cas d'usage qui sont aussi émergents, sinon balbutiants, parce que les IA génératives sont relativement récentes. Donc, l'expérience qu'on a, finalement, on a assez peu de recul encore, mais on voit, moi, pour les cas d'usage, on a déjà évoqué certains, mais je les avais classés en 3 types de bénéfices, si vous voulez, ou de cas qui correspondent aux familles de cas d'usage. On a beaucoup parlé de l'enseignement personnalisé, j'allais dire autodirigé, les scénarios de simulation qui sont divers et variés. Il y en a d'autres qu'on peut imaginer, plus ou moins sophistiqués. Et quelque chose, on a un petit peu moins parlé, mais je trouve qu'il est important, c'est l'aide à la communication orale et écrite. On pourra y revenir tout à l'heure. Donc, sur l'apprentissage autodirigé personnalisé, il y a une vidéo qui est assez intéressante, qui n'est pas spécifique à la médecine, mais sur un institut qui fait beaucoup de cours en ligne, qui s'appelle la Khan Academy. Et au moment du lancement de ChatGPT, ils avaient fait une vidéo qui est disponible sur YouTube, vous pouvez la regarder, qui est assez longue, et qui démontre la notion d'un tuteur IA, c'est-à-dire qui aide les étudiants à progresser dans les MOOC, finalement, sur différents sujets. Donc là, l'exemple qu'il y avait, c'était sur les mathématiques. Et on voit qu'on a justement un espèce de tuteur qui aide à progresser. Comme il y a la médecine personnalisée et l'apprentissage personnalisé. Et là, on va retrouver tout ce qu'on a déjà dit en termes de bénéfices, de feedback, d'adaptation au niveau de l'élève. Il y a quelque chose aussi qui est important dans l'apprentissage cognitif, c'est renforcer ses connaissances. Donc, de temps en temps, on peut connaître ce que le sujet qui sont acquis, pas acquis, et peut-être remettre
automatiquement, son tuteur agent pourrait peut-être rappeler quelques temps plus tard un concept pour forcer l'élève à remémoriser le concept. Un cas d'usage qui est assez particulier, qui peut être assez facilement mis en place, on a vu avec le Covid notamment beaucoup d'enseignements qui ont été faits à distance, et il y a certaines facultés aujourd'hui qui, faute de place, ou offrent des enseignements hybrides. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut considérer que ces cours qui ont été donnés, s'ils sont enregistrés, deviennent des objets interrogeables. Donc nous, c'est ce qu'on utilise dans nos meetings Teams. Les meetings deviennent des objets interrogeables. Je peux avoir automatiquement la synthèse du meeting, je peux réinterroger le meeting, revoir des parties spécifiques. Je peux lui demander de me créer automatiquement des exercices ou me demander une bibliographie complémentaire ou des documents particuliers par rapport à un concept de cours que j'ai vu, etc. Donc c'est ce que j'appelle auto-dirigé, personnalisé. Je vais pouvoir traiter finalement l'objet du cours qui est enregistré comme un objet de connaissance à part entière. Le deuxième exemple que je donnais, on en a un petit peu parlé, mais c'est sur la recherche, mais c'est l'augmentation peut-être des manuels et des supports de cours. J'ai accès à des manuels digitaux médicaux, et je vais pouvoir utiliser éventuellement un assistant pour augmenter et me donner des informations complémentaires par rapport aux concepts qui sont traités dans le manuel. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas sur les différents aspects du diabète, par exemple, je vais pouvoir lui dire, tiens, si tu me produisais une mind map, parce que moi je suis plus visuel, par exemple, et j'aime bien le concept de mind map, il n'y a pas une planche qui me le résume dans le manuel, mais je pourrais demander à l'IA de me dire, à partir des concepts du diabète et des symptômes, etc., génère-moi les différentes branches qui correspondent au type de diabète, leurs causes, leurs symptômes, etc. Et là, je vais peut-être mieux mémoriser ces concepts-là, par exemple. Pour rechercher l'information, on en a parlé. Et je voudrais revenir sur peut-être un point qui n'est pas souvent compris sur la manière d'utiliser l'IA générative. Effectivement, un modèle de langage comme GPT a une énorme de connaissances déjà parce qu'il est entraîné sur beaucoup de documents, y compris beaucoup de documents de médecine. Mais il n'a pas tous les concepts, il n'est pas précis. Et on en reparlera tout à l'heure dans les risques, j'imagine, dans la table ronde, sur les risques de mausses informations, d'hallucinations. Donc, une des façons de traiter ce problème lorsqu'on est sur des cas très, très particuliers, très pointus, c'est de ne pas faire confiance à la mémoire résiduelle du modèle, mais de s'appuyer sur des bases de connaissances qui, elles, font source, font autorité. Et donc, on a récemment fait un prototype dans un CHU français, dans le sud de la France, où on a fait deux recherches, non pas sur la mémoire du modèle, mais on a utilisé les capacités de traitement linguistique, sémantique du modèle pour aller chercher de l'information sémantique dans des documents qui existent. Et par exemple, ils ont fait un chatbot sur la prescription d'antibiotiques pour éviter justement l'overprescription, etc., par rapport à des conditions d'antécédents. Ils avaient des manuels très, très pointus spécialisés sur la prescription d'antibiotiques. Le chatbot, lui, on ne s'appuyait pas sur sa connaissance des antibiotiques. On demandait au chatbot de raisonner à partir des données qui étaient dans les documents de la bibliothèque de connaissances du CHU. Vous voyez, donc on peut compenser un peu cette peut-être imprécision. Et pour les quiz, ce serait pareil. Soit je peux effectivement prendre un chatbot qui n'est pas connecté à rien du tout et je peux lui demander de me générer un quiz sur le diabète. Mais si j'ai déjà, par exemple, imaginé les annales des 20 dernières années du concours de l'internat sur tel ou tel sujet, je pourrais lui demander, génère-moi des variantes, des quiz, mais non pas à partir de ta mémoire résiduelle, mais à partir des archives des mémoires de l'internat, par exemple. Voilà. Donc, oui, il y a pour la partie contenu. Il y a beaucoup d'avantages. Et finalement, c'est vrai qu'il développer la partie communication, je pense, juste pour citer deux, trois choses, on peut aider aussi dans la communication, notamment pour éviter le jargon médical. Comment je vais expliquer simplement à mon patient les symptômes du diabète dans un langage qu'il pourra comprendre. Là, le chatbot, il est parfait pour entraîner le médecin et dire non, c'est pas assez bien, évaluez-moi, etc., jusqu'à ce qu'il arrive à maîtriser une communication vulgarisatrice, si je puis dire, ou une façon aussi d'annoncer peut-être des mauvaises nouvelles à des patients et la façon de mettre le ton. Donc, un côté un peu entraînement, coach à la communication, ça peut être des éléments importants pour lesquels on peut apporter, que les modèles de langage peuvent apporter un petit plus. Voilà, ça peut favoriser justement aussi l'optimisation de l'expérience patient justement dans tout son parcours de soins. Alors c'est vrai, rapidement on l'a évoqué, il y a quelques aussi contraintes et limites. On a vu émerger des centaines et des centaines de solutions d'IA générative au cours des derniers mois. Un des enjeux, du coup, Manon, c'est aussi la fiabilité de ces algorithmes. Est-ce que c'est un élément qui est clé aujourd'hui, justement, pour l'appropriation de ces outils ? Oui, tout à fait. Donc, il va y avoir un peu deux aspects. Donc, pour l'appropriation des outils d'IA générative ou autres par les médecins, c'est sûr que c'est nécessaire que ça soit fiable et qu'ils aient confiance en l'outil pour commencer à l'utiliser et donc se l'approprier. Et donc ça va passer aussi par l'évaluation de la fiabilité des outils. Comment est-ce qu'on définit qu'un outil est fiable ? Dans quelles conditions est-ce qu'il fonctionne ?
voilà. Donc ça, c'est un peu le premier aspect sur ces systèmes d'aide à la décision ou des outils d'IA plus généraux qui peuvent être utilisés par les professionnels de santé et auxquels ils doivent être formés. Pour ce qui est de l'utilisation de ces outils d'IA génératifs par les enseignants. Donc moi, je suis enseignante également, j'enseignais les IRM. Et on a parlé de plusieurs cas d'utilisation d'IA générative dans ce contexte. Et on peut distinguer deux parties différentes. Soit la personne qui utilise l'outil va vérifier ce qui est ressorti par l'outil d'IA générative. Donc là, c'est par exemple, je suis enseignant, comme mon collègue disait, je cherche à générer un questionnaire, un examen que je vais donner à mes étudiants. J'ai de la connaissance en tant qu'enseignant sur ces questions que je posais à mes étudiants, donc je peux vérifier que ce qui est généré par l'outil a effectivement du sens et pertinent. L'autre cas, c'est si c'est utilisé directement par quelqu'un qui n'a pas forcément cette connaissance. Donc, par exemple, imaginons mes étudiants qui posent une question à ChatGPT pour les aider dans la réalisation d'un TP. A priori, ils posent la question parce qu'ils n'ont pas la réponse, ils ne savent pas quelle est la bonne réponse, et donc ils ne savent pas forcément bien évaluer si la réponse qui leur est donnée est bonne ou pas. Et là, c'est vraiment essentiel que l'outil soit très fiable dans ce cadre-là, parce que la personne qui l'utilise n'est pas à même d'évaluer la fiabilité de la réponse. Ou dans le cas qui a été donné d'un résumé d'une réunion, je n'étais pas là à la réunion, donc je veux que la synthèse soit fiable, parce que je ne peux pas, moi, m'assurer qu'elle est fiable si elle ne l'est pas. Très bien. Parmi les limites que l'on voit aussi, Youssef, on en avait parlé, c'est autour de l'accessibilité finalement de ces formations à base d'IA. Est-ce qu'il y a un vrai enjeu autour de ça ? Oui, en effet, l'accessibilité à des formations basées sur l'IA représente un enjeu crucial et plusieurs aspects doivent être pris en considération, tels que l'infrastructure technologique. Donc, comme vous savez, les formations basées sur l'intelligence artificielle nécessitent souvent des infrastructures technologiques spécifiques, telles que des ordinateurs puissants, des centres de calcul pour entraîner des modèles, lancer des modèles, une connexion d'Internet stable ou bien d'accès à des logiciels spécifiques. Donc, il est nécessaire d'assurer une égalité d'accès à ces ressources technologiques, surtout pour les apprenants. Un autre aspect, c'est la formation préalable. Il faut la formation. Donc, il faut imaginer que des programmes qui doivent être développés pour les personnes ou bien les apprenants qui n'ont pas cette culturation d'intelligence artificielle pour garantir ou bien pour qu'ils tirent profit de ces formations basées sur l'intelligence artificielle. Et un dernier point, c'est l'accessibilité financière. Donc, les formations basées sur l'intelligence artificielle peuvent impliquer des coûts, donc que ce soit pour, par exemple, l'accès à des plateformes en ligne, l'achat des logiciels spécifiques, ou bien de faire des cours en ligne sur Internet. Donc, du coup, je pense que des mécanismes d'aide financière ou bien des solutions abordables peuvent être envisagées pour garantir que l'aspect financier ne constitue pas un obstacle pour accéder à ce type de formation. Donc on l'a vu en termes de limites, il y a l'accessibilité, on a parlé de la fiabilité, mais il y a un autre sujet aussi qui est important et que Emmanuel Simon on avait abordé en préparant cette émission, c'est souvent le décalage aussi entre les réalités terrain que vous vivez au quotidien et finalement tous les enjeux technologiques qu'on veut intégrer dans la formation, au sein des CHU, etc. Est-ce que vous pouvez nous partager votre avis sur cet aspect-là ? Effectivement, tout ça nous fait beaucoup fantasmer au niveau du monde médical et bien souvent, le vendredi, on parle métaverse dans les congrès et le lundi, on envoie un fax pour que la patiente, pour réserver sa place au bloc opératoire. Donc, c'est la triste réalité hospitalière. Et je pense que par rapport à d'autres secteurs industriels, l'IA a un peu des difficultés à rentrer dans le monde de la santé réelle hospitalière parce que, évidemment, on travaille sur des données très sensibles. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont technologiquement possibles, mais dès qu'on est à essayer de piloter des projets pour progresser, eh bien, on a des obstacles. L'hôpital, c'est ce qui résiste. Et donc, on doit accompagner cette résistance au changement
Alors, je ne vais pas non plus dresser un tableau pessimiste ou noir. Je veux dire, les choses changent. Moi, quand j'ai dû rechercher mes résultats au concours de l'internat, j'ai dû aller rechercher mes résultats sur le Minitel. Donc, les choses ont quand même évolué depuis et je pense qu'on peut être optimiste. Néanmoins, il y a, par exemple, je suis professeur de gynécologie obstétrique et je peux vous dire qu'actuellement en France, il y a un pourcentage important de maternités qui ont des dossiers papier. Donc, vous voyez, il y a vraiment un décalage et il faut vraiment, lorsqu'on parle d'IA, quand on parle de santé numérique, ne jamais oublier qu'il y a une latence très importante avant que ces outils soient vraiment déployés sur l'hôpital. Et donc, il y a toute la révolution des entrepôts de données, tout ça est bien réel, mais il y a les RGPD, en fait, pas de données, pas d'intelligence artificielle, et le problème, souvent, c'est la source des données. Comment est-ce qu'on peut fournir des données? Moi, j'aimerais, dans mes enseignements, générer des fausses images d'échographie, des fausses images de scanner, d'IRM. Ben voilà, comme enseignant et de manière simple, je ne suis pas capable de le faire, mais je sens bien que technologiquement, c'est possible. Après, j'ai, on va dire, quelques réserves par rapport de savoir quand est-ce que réellement ce sera appliqué dans la vraie vie hospitalière. Alors c'est vrai que la transformation numérique des hôpitaux prend beaucoup de temps, il y a beaucoup d'enjeux. Alors vous parliez des entrepôts de données et du magma de données qu'il peut y avoir, parce qu'il y a aussi des énormes enjeux de cybersécurité. On a vu ces derniers mois, il y a eu beaucoup d'attaques aussi de centres hospitaliers, donc il faut aussi avancer avec prudence, mais c'est vrai que du coup pour les hospitaliers, du coup, ils ont l'impression d'être souvent en retard par rapport au reste des acteurs de santé. Du coup, Marc, de votre côté, de votre expérience aussi chez Microsoft, quelles pourraient être les limites du coup de ces IA génératives dans la formation des médecins? Alors, on a déjà parlé de certaines limites sur l'exactitude des données, la fiabilité des systèmes. Donc, c'est plutôt on va dire des considérations techniques pour ceux qui vont concevoir et déployer les systèmes qui incluent de l'intelligence artificielle. Et là, pour ça, il faut déployer des méthodes de ce qu'on appelle chez Microsoft des IA responsables. Et on voit aujourd'hui émerger aussi des normes et des règlements, notamment pour les IA considérées comme un risque au niveau de l'Europe, avec la IACT, par exemple, qui vont imposer à ceux qui conçoivent et déploient et utilisent ces systèmes de respecter un certain nombre de règles pour assurer la fiabilité, la transparence, etc. Ensuite, il y a d'autres types alors qui ne sont pas des limites, mais des questions à se poser. C'est presque d'ordre, on parlait tout à l'heure de philosophie, d'ordre philosophique. Donc moi, j'ai essayé, en regardant les limites, les risques ou les questions à se poser, trois catégories. Donc la partie exactitude des données, on a déjà un peu parlé. Mais deux autres aspects qui me paraissent tout aussi intéressants et qui ont fait beaucoup débat dans l'IA dans l'éducation, notamment au début de ChatGPT. Rappelez-vous les débats enflammés sur faut-il interdire l'IA à Sciences Po, etc. Enfin, je ne vous refais pas l'histoire, mais ce que j'appellerais l'intégrité académique et les préjudices sur l'apprentissage. Surtout que depuis que les études en médecine existent, le médecin a une très forte implication sur son apprentissage cognitif. Demain, si n'importe quelle connaissance et réponse à ces questions est à bout d'un chatbot, est-ce que ça va faire comme les GPS? Est-ce que ça va faire comme les cartes routières? Est-ce qu'on va perdre quelque part la capacité de mémorisation? Donc, moi, j'ai des interrogations sur la manière de l'utiliser et l'impact que ça peut avoir à long terme sur les capacités cognitives et l'apprentissage au long de la vie, d'être assisté par... voilà. Donc ça, c'est presque d'ordre philosophique. Et l'intégrité académique, c'est un petit peu autre chose. C'est potentiellement alors, pas tricherie aux examens, ça c'est moins risqué parce que ça peut être encadré, mais la réduction d'efficacité d'exercice d'apprentissage. Si moi je suis trop assisté, à un moment donné, je vais peut-être faire moins d'efforts et je vais peut-être jouer un peu le feignant, si vous voulez. Donc, quel impact sur la mémorisation ou sur l'acte lui-même? Est-ce que je vais être assisté ou vraiment aidé? Est-ce que ça va augmenter ma capacité cognitive? Au contraire, progressivement, je vais devenir un peu plus feignant et je vais la perdre. L'inégalité d'accès aussi. Ça, c'est une vraie équité aussi de se dire, à un moment donné, il y a ceux qui vont bénéficier d'un apprentissage personnalisé augmenté et peut-être d'autres qui n'auront pas déployé les mêmes outils dans les mêmes facultés ou dans les mêmes pays. Est-ce que ça ne peut pas creuser un fossé entre ceux qui vont maîtriser ces technologies, qui en auront bénéficié à la fois dans leur apprentissage ou qui auront appris à maîtriser les outils, créer une forme d'inégalité? Donc, je pense qu'il faut aussi que les politiques s'emparent de ça et qu'ils encadrent par encadrer, mais
mais un petit peu réfléchir un peu aux conséquences que ça peut avoir sur l'intégrité académique et l'impact sur la cognition ou l'impact cognitif que ça peut avoir. Mais dans tous les cas, pour ces sujets d'IA, il y a des impact assessment à faire, il faut essayer d'identifier les risques, mettre en place des mitiger les risques, avoir un système de pilotage de tout système, d'autant plus dans des domaines sensibles comme la santé, pour pouvoir piloter ce système, c'est absolument indispensable. Donc ça, c'est des compétences supplémentaires qu'il faut mettre en place en parallèle du développement technique pur et dur. Alors c'est vrai que du coup, on apprend en marchant, hein, puisqu'il y a une évolution quand même très rapide de ces technologies. Il y a encore 1 an et demi, quasiment personne dans la population ne connaissait les IA génératives. Aujourd'hui, 25% des Français ont déjà utilisé ChatGPT ou d'autres solutions similaires, donc c'est un impact quand même très important. Donc on va arriver au terme de ces échanges. Donc ce que je retiendrai en synthèse, c'est qu'il y a pas mal de cas d'usage aujourd'hui qui émergent pour la formation des professionnels de santé, pour accompagner les enseignants également. Il y a un impact aussi important sur l'accompagnement des professionnels de santé dans l'utilisation de ces outils. Finalement, l'IA peut avoir des vertus positives pour former aux technologies les professionnels de santé. Sachant que, je ne sais pas si vous le savez, mais à la rentrée prochaine, le numérique va devenir obligatoire dans 12 spécialités. Donc, ça va aussi s'intégrer de plus en plus. Donc, ça va permettre justement de peut-être faire tomber certaines barrières technologiques qu'il pouvait y avoir. Et puis, il y a pas mal, on a vu aussi, de défis et d'enjeux, la transparence, la fiabilité des algorithmes. Il y a tout ce qui est sur l'accès, on parlait aujourd'hui, il y a quand même un phénomène d'électronisme en France qui est quand même bien présent. Donc, il faut aussi éviter qu'une partie de la population ou du corps médical qui soit mis de côté. Et beaucoup de défis et d'enjeux autour notamment de la sécurité des données qui sont importants. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer à prendre des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, pour ceux qui ont une question, je demanderai juste de vous présenter, d'indiquer à qui vous souhaitez poser la question. On va vous amener un micro. Bonsoir tout le monde. Merci pour cet échange instructif et intéressant. Donc, je suis Amine Bouy, enseignant-chercheur au CCLINIAC. Et ma question, c'est pour M. Gourdette, qui est à distance avec nous. Donc, c'est au sujet de l'utilisation de ChatGPT, donc, qui est devenue très, très importante dernièrement. Et donc, moi, je le vois vraiment comme un virus, un bon virus, qui nécessite un antivirus. Donc, il faut encadrer en fait l'utilisation du ChatGPT parce que là, on voit de temps en temps des contenus de cours, des contenus de travaux pratiques, de travaux dirigés en fait qui ont été développés et générés par le ChatGPT. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas vraiment encadrer et cadrer en fait l'utilisation de ce bon outil, donc ce bon virus. Voilà. Vous avez entendu la question, Marc? Pour formuler la question, parce que j'ai du mal En fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'encadrement, puisqu'on le voit dans la formation, notamment, il y a beaucoup, par exemple, de travaux qui sont faits par les étudiants, qui sont générés automatiquement par IA générative, et du coup, ça crée on l'a vu dans l'enseignement global, au dehors même de la santé, il y a eu beaucoup de polémiques sur ça aussi. Voilà, il faudrait un vrai cadre aujourd'hui pour ça. C'est un peu cadre, je ne sais pas, mais c'est après aussi aux enseignants de s'adapter. On voit le débat qu'il y a eu sur encore une fois, je reprends l'exemple de Sciences Po, etc. Est-ce qu'on doit interdire aux étudiants pour faire leurs devoirs, au contraire les laisser, mais les entraîner à avoir un esprit critique? Par exemple, généralement un dialogue sur, je reprends mon exemple du diabète, et dire est-ce que le cas d'usage qui t'a été produit, est-ce qu'il paraît pertinent, etc. Donc ça permet aussi de faire exercer l'esprit critique absolument indispensable, parce qu'encore une fois, ces modèles, ça n'est que les modèles de langage, ils sont comme les humains imparfaits, ils peuvent inventer des informations, donc il faut enseigner aussi ceux qui vont, les utilisateurs de ce type d'IA, à en connaître aussi les limites et à exercer leur esprit critique, pour justement les utiliser à bon escient et pas être asservi et devenir esclave quelque part et utiliser bêtement. Il y a eu une célèbre anecdote qui n'était pas dans le domaine de la médecine, mais dans le domaine de la loi, où un avocat américain avait préparé sa plaidoirie avec ChatGPT et il lui avait fait sortir des cas de jurisprudence qui étaient complètement hallucinés, inventés. Et il s'est fait complètement tacler au moment de sa plaidoirie
parce qu'il n'avait pas exercé son esprit critique pour s'assurer que les cas de jurisprudence que lui avait craché ChatGPT étaient bien réels. Alors, ce que l'on voit, c'est vrai qu'il y a ce cadre-là, mais il y a beaucoup quand même d'étudiants qui le prennent plutôt pour, comme ça, je gagne du temps, je vais pouvoir aller faire des loisirs, être autre chose. Et finalement, il y a un mésusage, finalement, de ces outils, alors que ça devrait être juste un support, finalement, pour aider, comme vous le dites. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut un accompagnement. C'est pour ça que le rôle de l'enseignant dans l'utilisation intelligente de ces outils-là va être absolument essentiel. Moi, mes deux parents étaient profs. Alors, ils enseignaient pas la médecine, mais le français. Et à l'époque, il n'y avait pas de technologie. Mais déjà, par exemple, la technologie qui était entre les mains, c'était la télévision. Donc, en tant que prof de français, ils essaient de donner une responsabilisation de certaines émissions qui étaient... c'est un pharmacon, la télévision aussi. Ça peut être, on peut s'abrutir devant, ou on peut l'utiliser comme un outil pédagogique et découvrir des choses. Donc, il y a un accompagnement à toute technologie pour le bon usage et le mauvais usage. Et ça, le rôle de l'enseignant est primordial, y compris pour l'utilisation de ce type de technologie, je pense. Youssef, vous m'y compléter? Si je peux me permettre, on cite les étudiants, mais on oublie que les enseignants-chercheurs peuvent l'utiliser. Ils l'utilisent actuellement même pour la rédaction des articles scientifiques. Et il y a pas mal de revues à l'international. Bon, ils prennent en considération et ils demandent, par exemple, quand on voit par exemple une soumission, ils demandent s'il y avait un aide par ChatGPT. Donc, je pense qu'il faut encadrer et s'ouvrir à cette utilisation de ces outils avec un encadrement spécifique. Ce qui va être demandé notamment, il va y avoir prochainement un acte européen, le AI Act, qui va mettre un cadre réglementaire un peu à tout ça. Et ce qui sera demandé, c'est que chaque contenu créé, que ce soit du texte, que ce soit une image, soit mentionné, élaboré avec l'aide d'une IA générative, etc. Oui, Emmanuel, c'est bon. Juste une petite anecdote. Dans notre journal de gynécologie obstétrique, l'American Journal de gynécologie obstétrique, on avait vu la publication d'une review parlant de ChatGPT et de toutes ses possibilités très, très excitantes. Et un certain nombre avaient fait des lettres à la rédaction pour protester contre cet enthousiasme. Et l'un d'entre eux avait effectivement noté que lorsqu'on demande à ChatGPT des références scientifiques, ces références sont complètement inventées. Et il avait donné un exemple très précis où il était cité comme auteur d'un papier qu'il n'avait jamais écrit. Donc, il faut faire attention à ça quand on l'utilise pour des visées scientifiques. Ce qui est intéressant, c'est que dès que ces IA génératives ont émergé, on a vu émerger énormément de plateformes qui permettent de vérifier si un contenu a été créé par une IA ou pas. Une sorte de checker pour vérifier ça. Il y a beaucoup d'enseignants du coup qui l'ont utilisé pour copier finalement un contenu, un travail remis par un étudiant, tout simplement demandant à ChatGPT est-ce que c'est lui qui l'a écrit ou pas. Et la réponse pouvait être oui. Et voilà, il y a des outils comme ça aujourd'hui. Sur du texte, c'est pas très fiable. Ils avaient fait un test sur la Constitution américaine, les pères fondateurs, ils avaient dit à 90% c'est généré par ChatGPT. C'était un peu drôle. Même, il y a des techniques qui sont utilisées par les étudiants pour contourner cette détection-là par des IA. Par exemple, il traduit le texte en français ou en anglais. Donc, il y a pas mal d'astuces là qui ont été utilisées. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, bonjour. Donc, Nicolas Chédel, moi je suis professeur d'anatomie. Alors, l'anatomie, c'est du dessin, c'est de l'image, c'est du schéma. J'étais très étonné tout à l'heure par l'exemple qui a été donné du logiciel qui est capable de prévoir ce qui va se passer quand on coupe la ficelle du ballon de la petite fille. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement de l'analyse de l'image, de reconnaître une erreur dans un schéma, de transformer un schéma en texte? Est-ce que Clash est capable de générer des QCM à partir d'un schéma? C'est la question, c'est est-ce qu'on peut générer un schéma, c'est ça? Où est-ce qu'on en est sur l'image? Sur la génération d'image, de l'analyse de l'image. Oui. Alors, pour répondre pour la position de Booklab, pour l'instant, on s'est concentré effectivement sur le texte, parce que c'est aussi les modèles qui fonctionnaient le mieux, pour ne pas citer les modèles d'OpenIA. L'image, on y vient. L'image, c'est dans pas très longtemps. Clairement, nous, on explore les possibilités de créer soit du contenu sur base d'une image, soit de transformer une image pour elle-même l'intégrer dans une question, par exemple, ou dans un support, soit pour aller générer des images nouvelles. Donc, je dirais que l'image ne fera pas exception à cette dynamique d'innovation, on va dire, et ça viendra, je pense, assez rapidement.
Je ne vais pas vous donner trop d'éléments sur ce sur quoi on travaille, mais effectivement, c'est dans les papiers. Et pour compléter la question pour Marc sur l'utilisation de l'image, par exemple des planches anatomiques, etc., est-ce que c'est des choses que vous avez vues justement dans la génération par des IA génératives aujourd'hui, et justement le contrôle de du fait qu'elles soient vraiment fiables ou pas? Ouais, alors, j'ai vu ce qu'on appelle le system card. On a parlé de transparence tout à l'heure et le mot était lâché sur la transparence des algorithmes. Mais dans les IA génératives, la transparence de l'algorithme, les algorithmes ils sont connus. L'explicabilité, c'est un peu plus compliqué. Lorsqu'on parle de transparence avec ces IA génératives, on parle de transparence à plusieurs niveaux. On en a évoqué un, c'était la transparence que le fait que le contenu était généré par une IA générative. Il y a une autre transparence, c'est que le système avec lequel j'interagis, que l'utilisateur soit conscient qu'il interagisse avec une IA. Aujourd'hui, si vous utilisez Bing Chat, c'est ChatGPT couplé avec le moteur de recherche de Bing, il vous dit bien que vous êtes en train de dialoguer avec une IA générative, on est transparent. Vous pouvez avoir d'autres niveaux de transparence, etc. Donc ça, c'est super important. Et donc, tous les modèles de ces super modèles puissants comme GPT sont accompagnés d'une note, ce qu'on appelle System Card ou une note explicative qui explique un peu à la fois les limites du modèle, ce qu'on peut faire, et ils sont accompagnés de beaucoup d'exemples. Donc, dans le System Card de GPT-4V, ce dont je parlais tout à l'heure comme vision, il y a quelques exemples de schémas où on peut poser des questions sur un cerveau. Maintenant, est-ce que le système qui génère l'image maintenant, pas qu'il explique, il génère l'image, est-ce qu'il est capable de produire des planches anatomiques qui sont vraies d'un point de vue anatomique, etc. Là, j'ai pas fait le test encore, mais je doute que ça soit encore très utilisable pour réellement créer de l'anatomie réaliste, etc. Par contre, analyser déjà des planches d'anatomie, reconnaître les organes, etc., je pense qu'il doit pouvoir faire un travail relativement correct. Mais là, je n'ai pas d'expérience particulière parce que je n'ai pas joué suffisamment sur du contenu un peu... mais vous avez dans le white paper System Card de GPT-4V, vous avez beaucoup de schémas de biologie ou de coupes du cerveau qui sont référencés en exemple. Hein. C'est pas exhaustif, mais ça vous donne une idée un petit peu des capacités. Merci Marc. On va prendre une dernière question, s'il y en a une dans la salle. Non, il y a une question là-bas. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Christophe Nicole. J'ai une question générale. Est-ce que vous ne pensez pas, on parle de biais de l'intelligence artificielle, est-ce que vous ne pensez pas que le facteur intelligence qu'on donne à des algorithmes informatiques n'est pas un biais humain? Le fait qu'on l'appelle intelligence déjà? En fait, oui. En fait, j'ai le sentiment que c'est plutôt un biais humain, c'est-à-dire que c'est des IA génératives, c'est-à-dire qu'elles génèrent quelque chose qu'elles ne comprennent pas, et nous, on lui attribue quelque chose de pertinent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, l'erreur vient plutôt d'un biais humain que d'une mauvaise utilisation de la machine? Mais c'est pas le mot, je pense, le péché originel, c'est d'avoir appelé ça en 56 AI, intelligence artificielle. Hein. Les machines ne sont pas intelligentes. Hein. Quand vous comprenez comment fonctionne GPT, il n'y a aucune intelligence là-dedans. Il y a des propriétés émergentes qui, par anthropomorphisme, peuvent laisser penser qu'il nous comprend et qu'il est intelligent. Le modèle lui-même, ça n'est que des matrices de poids, c'est qu'un gros calcul matriciel. Hein. Il n'y a aucune intelligence là-dedans. Ou alors on appelle ça l'intelligence statistique. Mais il n'y a pas d'intelligence du tout. Il ne comprend absolument pas. Lui, il manipule des tokens qui sont vectorisés et ils font des calculs de distance dans un espace à 1200 dimensions. Concrètement, c'est ça qui se passe dans l'exécution du modèle. Donc, il n'y a absolument aucune intelligence. Donc, ne projetez pas d'anthropomorphisme sur ces systèmes-là. Ça n'est que des gigantesques matrices mathématiques qui font des calculs mathématiques. Ok, je vous remercie. Donc, tout le débat sur est-ce que ça va remplacer les gens, etc., est complètement faux. Mais ça n'empêche pas de faire des choses utiles, mais ce n'est pas des systèmes. Donc, les fantasmes un peu AGI, comme on dit, intelligence générative, qui a sa conscience et qui prend le contrôle des humains, etc., on va laisser ça pour l'instant à Terminator et autres films de science-fiction. Là où on peut commencer à réfléchir à des impacts potentiels, c'est quand les systèmes deviennent... parce que pour l'instant, je vais faire un peu de logique du cerveau. Vous connaissez certainement les concepts système 1, système 2. Donc, aujourd'hui, les IA génératifs sont du système 1. On lui rentre un prompt, il a été entraîné pour répondre rapidement, pour essayer de vous faire deviner le mot suivant et vous générer un texte. Il y a des travaux, il y a des projets open source, il y a des choses qui commencent à travailler sur des notions de multi-agents spécialisés. On va pouvoir commencer à donner à ces IA génératives la capacité de faire du planning, de faire des chaînes de raisonnement, de se dire, on m'a confié une tâche complexe, je vais la décomposer en étapes,
je vais avoir besoin de telles compétences, je vais aller chercher mes agents, donc qui sont des sous-modules d'intelligence générative spécialisés, je vais les faire collaborer pour arriver à faire une tâche beaucoup plus complexe. Donc là, en termes de contrôle, de puissance, de risque potentiel, on rentre dans une autre dimension. Donc je pense que là, on commence à avoir une forme alors pas de conscience, parce que les machines ne seront pas conscientes au sens humain, mais au moins une capacité à planifier, à organiser, à appeler des agents, à être un petit peu quelque part autonome pour exécuter ce qu'on leur a demandé de faire, au-delà de répondre à une question ou de cracher le mot suivant. Donc ça sera à suivre, hein, parce que c'est la prochaine étape, à mon avis, enfin, c'est pas à mon avis, c'est déjà en cours, des IA génératives. Merci Marc, merci à tous les 5 pour vos interventions éclairées sur ce sujet. C'est vrai qu'on le voit, hein, tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle et encore plus l'intelligence artificielle générative, ça évolue en continu. Il suffit de faire un peu de veille pour voir que quotidiennement, il y a des centaines et des centaines d'articles sur des évolutions qui émergent. Donc évidemment, c'est un sujet qui va continuer à mobiliser un peu tout le monde dans le monde de la santé. Tous les acteurs seront impactés à différents niveaux, évidemment. Et donc, ça donnera lieu, bien sûr, à beaucoup d'autres sujets et événements pour débattre sur ces thématiques. Et notamment, je vous donne rendez-vous, du coup, les 16 et 17 mai, donc, puisque vous avez la poursuite du forum IA de Santénov qui se met en place avec un événement, avec plusieurs tables rondes. Il y aura également le résultat d'un datathon, donc il y aura énormément de choses très intéressantes. Donc, bloquez déjà vos agendas les 16 et 17 mai. Et on pourra continuer à débattre de tous ces sujets autour de l'intelligence artificielle. Merci à tous, et puis rendez-vous en mai prochain. Merci.